Les débats de l'été Sud Radio, midi 13h30, Stéphanie Demuru. Il est 13h07, soyez les bienvenus en direct sur Sud Radio. C'est l'heure d'accueillir mon invité du jour, Laurent Alexandre. Bonjour Laurent Alexandre. Bonjour. Bonjour. Il y a 6 ans déjà, le chirurgien énarque que vous êtes, fondateur de Doctissimo, publiait La guerre des intelligences, dans laquelle vous évoquiez les perspectives vertigineuses de l'intelligence artificielle, notamment en matière d'éducation. Suite à l'éruption fulgurante de ChatGPT dans nos vies, vous êtes empressé de faire une mise à jour incontournable avec La guerre des intelligences à l'heure de ChatGPT aux éditions Lattès. On va revenir avec vous sur cette révolution qui nous pend au nez, qui a déjà d'ailleurs commencé. Vous vous doutiez, Laurent Alexandre, il y a 6 ans, en écrivant votre livre, que vous deviez justement ajouter à l'heure de ChatGPT en 2023 ? Eh bien, je ne pensais pas que les choses iraient si vite. Pour tout vous dire, ce que réalise aujourd'hui, par exemple, en médecine GPT-4, je n'imaginais pas ça envisageable avant 2030-2040. Donc oui, j'ai été surpris par l'accélération depuis 1 an de la technologie et des performances extraordinaires de ce qu'on appelle les LLM, les grands modèles de langage, qui s'expriment aussi bien que les hommes, parfois mieux. Par exemple, dans le domaine de la médecine, GPT-4, la dernière version de ChatGPT, est plus performante que les médecins dans beaucoup de spécialités, et elle réalise par exemple des performances extraordinaires à l'examen de qualification pour être neurochirurgien aux États-Unis, ce qu'on appelle le board de neurochirurgie. Elle a des performances qui étaient inimaginables, impensables il y a 1 an. Donc oui, cette révolution va plus vite que prévu, et donc elle va poser des questions sociales et politiques importantes parce que on n'a pas anticipé cette tornade technologique. Et comment vous voyez justement l'évolution de l'IA dans les années à venir ? Écoutez, je crois que personne aujourd'hui sur Terre n'est capable de dire à quelle vitesse la révolution technologique va aller. Nous sommes dans une espèce de brouillard technologique parce que les choses vont plus vite que prévu. Donc on peut aujourd'hui, à mon avis, faire 3 scénarios. Il y a le premier scénario, qui est le scénario lent, dans lequel l'intelligence artificielle ne dépasse pas l'intelligence humaine dans les années qui viennent. Et là, l'intelligence artificielle entraînera simplement une révolution industrielle, une révolution schumpeterienne, comme l'a été Internet, ou la vapeur, oui, ou l'Internet l'a fait. Le deuxième scénario, qui est privilégié par les experts, c'est que l'intelligence artificielle arrive dans les 1000 à 2000 jours au niveau de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale, l'AGI en anglais. C'est-à-dire qu'elle dépasserait l'homme dans toutes les dimensions. Ça, ce serait une révolution civilisationnelle. Et puis le troisième scénario, qui est le scénario privilégié par Sam Altman, le fondateur de ChatGPT, c'est que la super intelligence artificielle arrive avant 2030. Là, ce ne serait plus un changement civilisationnel, ce serait un changement anthropologique, parce que la place de l'homme sur Terre serait radicalement nouvelle. L'homme serait marginalisé par la super-intelligence artificielle. Donc vous voyez, le brouillard technologique dans lequel on est, notre incertitude par rapport aux 3 scénarios que je vous ai décrits, fait qu'il est difficile de savoir ce qui va se passer entre une révolution industrielle comme une autre, et puis l'arrivée de la super-intelligence artificielle qui est un vrai changement anthropologique. Il y a d'énormes différences. Donc je crois qu'il faut se préparer aux 3 scénarios. Mais ça n'est pas facile parce que les choses vont beaucoup plus vite qu'on l'envisageait. On a compris qu'on était en tout cas dans le flou et dans l'expectatif. Est-ce qu'on doit en avoir peur ou on doit au contraire s'en réjouir, ou les deux ? Alors écoutez, de savoir ce qu'on va faire de cet outil extraordinaire est très difficile. De savoir si l'intelligence artificielle pourrait devenir hostile un jour, c'est difficile à déterminer. Vous avez probablement vu que la plupart des experts mondiaux et des industriels de l'intelligence artificielle ont publié un écrit de 22 mots le mois dernier, expliquant que pour limiter le risque d'extermination de l'homme par l'intelligence artificielle, il fallait que tout le monde travaille comme nous travaillons à réduire le risque de guerre nucléaire ou de pandémie mondiale. Donc vous voyez, il y a des gens très pessimistes. À l'opposé, il y a des gens extrêmement optimistes qui pensent que nous allons rentrer dans un nouveau siècle des Lumières, dans une explosion technologique extraordinaire. Le vice-président de Google, Ray Kurzweil, a même déclaré qu'il pensait que la mort de la mort, l'immortalité pourrait, grâce à ChatGPT et à ses successeurs, arriver dès 2029. Vous voyez qu'il y a des très optimistes et des très pessimistes
par rapport à notre place face à l'intelligence artificielle. Mais peut-être parce qu'il y a des bienfaits, mais aussi des dangers. Elon Musk, par exemple, prône, on le sait, un moratoire de 6 mois. Il évoque des risques majeurs pour l'humanité. Quels pourraient être concrètement ces risques, Laurent Alexandre ? Alors l'utilisation malfaisante, c'est-à-dire la désinformation, la manipulation des gens par l'intelligence artificielle. On pourrait avoir aussi une révolution industrielle et économique mal gérée, avec beaucoup de gens sur le bord de la route. Vous voyez, il y a des domaines dans lesquels l'intelligence artificielle est très supérieure à nous. Que vont devenir les professions qui sont challengées, les avocats, les médecins, si nous n'organisons pas une réforme des études médicales, par exemple, dans mon domaine qui est la médecine, on va avoir des mauvaises surprises parce qu'il y a beaucoup de secteurs dans lesquels l'intelligence artificielle va dépasser les capacités humaines. Mais est-ce qu'elle ne peut pas, justement, c'est ce qui se passe un petit peu en ce moment, mais on n'en est qu'aux prémices, vous l'avez très bien expliqué, est-ce que ça ne peut pas tout simplement venir en support, en aide de l'être humain ? Oui, bien sûr. Mais pour que l'intelligence artificielle soit positive, soit complémentaire, soit un support par rapport à l'homme, il faut d'abord savoir s'en servir. Et puis, il faut faire des choses que l'intelligence artificielle ne fait pas. Vous voyez, si vous êtes un cadre et que vous faites en 3 jours ce que ChatGPT fait en 15 secondes, ça va mal se passer dans l'entreprise. De la même façon, dans le monde des journalistes, il faut apporter une valeur ajoutée par rapport à GPT-4. Aujourd'hui, on sait que beaucoup de journalistes écrivent leurs articles avec ChatGPT dans sa version 4. Est-ce que les rédactions accepteront éternellement que les journalistes se servent de l'outil sans apporter de valeur ajoutée ? Je ne suis pas sûr. Donc, enfin, ChatGPT, pardon, Laurent Alexandre, alors moi je ne l'utilise pas, je vous le dis tout de suite, je l'ai utilisé pour faire les devoirs avec mes enfants, pour tout vous dire. Mais il faut prioriser l'information, ChatGPT ne le fait pas encore, n'est-ce pas ? Il le fait de mieux en mieux et je vous conseille d'utiliser non pas ChatGPT mais GPT-4 qui est la toute dernière version de ChatGPT. Vous allez voir qu'il y a un énorme problème pour les journalistes et il y a déjà des journaux qui sont en train de remplacer une partie de leurs équipes journalistiques par l'intelligence artificielle. Donc moi je ne suis pas un pessimiste, mais pour que les scénarios roses se déroulent, il faut réformer radicalement nos institutions, il faut bien sûr réformer l'école, parce qu'aujourd'hui l'école forme au métier d'avant ChatGPT et pas au métier de l'époque de ChatGPT et de ses successeurs. Il y a du retard dans l'éducation nationale, vous êtes catastrophé de voir ça. Il faudrait l'intégrer comment aujourd'hui dans la vie de nos élèves ? Le retard il est immense, mais c'est pas spécifique à la France, c'est pas la faute de Pape Ndiaye, c'est pas la faute de Macron, c'est pas la faute d'Elisabeth Borne. Dans tous les pays, les institutions ne sont pas prêtes parce que la tornade technologique est allée trop vite. Donc nous sommes aujourd'hui dans une difficulté à prévoir ce qui va se passer. On a vu le niveau d'incertitude face auquel on est. Et puis, nous ne savons pas à quelle vitesse l'IA va aller, donc nous ne savons pas comment il faut former les enfants. Vous voyez bien que si l'IA galope très vite, les métiers auxquels l'éducation va dans 6 mois former nos gamins n'existeront plus. Vous leur diriez quoi justement à ces jeunes ? L'intelligence artificielle aura progressé. Vous leur diriez quoi aujourd'hui à ces jeunes, Laurent Alexandre, finalement ? Alors, culture générale, culture générale. L'école doit former à une bonne culture générale. Le plus important, c'est que les gamins aient une pensée transversale, connaissent le monde. Il ne faut surtout pas avoir des savoirs techniques très étroits parce que l'intelligence artificielle nous dépassera dans les savoirs techniques très étroits. Donc il faut être transversal et avoir beaucoup de culture générale. En 1934, le général de Gaulle écrivait la culture générale est l'école du commandement. Eh bien, on peut dire en 2023 que la culture générale est la bonne école pour être complémentaire face à l'intelligence artificielle. La phrase de Gaulle est plus vraie que jamais. C'est la culture générale qui est importante. Apprendre à coder n'est pas le sujet. D'ailleurs, ChatGPT code très bien et ses successeurs coderont mieux que la plupart des êtres humains. Donc, il ne faut pas précipiter nos enfants à apprendre à coder. Il faut leur donner une grande culture, une grande curiosité, des humanités, plus une culture scientifique générale. C'est la transversalité qui va nous apporter une complémentarité face à l'intelligence artificielle. Ne soyons surtout pas des techniciens spécialisés. Alors il y a aussi un enjeu de souveraineté, tout simplement. Aujourd'hui, la Chine a une grande longueur d'avance. Comment va faire l'Europe pour rattraper ce retard ? Alors la Chine était
plutôt en avance sur l'Europe et était à égalité avec les États-Unis en intelligence artificielle, mais depuis 6 mois, les États-Unis ont pris une très grosse avance. Et aujourd'hui, la Chine a 2 à 3 années de retard par rapport à ce que fait GPT-4. Hein. Elle n'arrive pas à rattraper son retard, d'abord parce que le Parti communiste censure beaucoup les intelligences artificielles et a exigé que les intelligences artificielles chinois respectent les principes du Parti communiste, et cette censure diminue beaucoup les performances des intelligences artificielles chinoises. Donc aujourd'hui, c'est la Californie qui est maître du monde en matière d'intelligence artificielle, avec les leaders que vous connaissez. La Chine est derrière et l'Europe est complètement larguée. Aujourd'hui, l'Europe a entre 5 et 10 années de retard en intelligence artificielle sur la Californie, mais nous investissons très peu. Hein. N'oublions jamais que le budget de recherche d'Amazon, du seul Amazon, est de 40 milliards de dollars par an, c'est-à-dire 5 fois le budget du CNRS en France. Alors il y a la question de souveraineté culturelle aussi. Justement, si les modèles de langue ne sont pas construits à partir de nos propres données et valeurs d'Européens, on risque de voir une représentation du monde qui n'est peut-être pas la nôtre, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr. Un modèle de données reproduit la vision culturelle de ses créateurs, mais il faut bien comprendre qu'il n'est pas possible de construire un modèle de données uniquement à partir des données européennes. Il n'y en a pas assez. Il faut les données du monde entier pour qu'une intelligence artificielle de type ChatGPT soit performante. Si nous éduquions des intelligences artificielles uniquement avec les données numériques européennes, eh bien, elles seraient mauvaises, elles seraient médiocres. Nous aurions le même problème qu'ont les Chinois, qui éduquent leurs intelligences artificielles uniquement avec les données chinoises. Il faut éduquer une intelligence artificielle avec toutes les langues du monde, tous les argots du monde, tous les patois du monde, dans tous les domaines de la connaissance humaine pour avoir une intelligence artificielle pertinente. Donc un nationalisme étroit, un protectionnisme étroit qui limiterait les intelligences artificielles européennes aux données européennes serait catastrophique parce que cela produirait des intelligences artificielles qui seraient à ChatGPT ce que le Minitel est à Internet. Et justement, vous mettez le doigt sur l'un des dangers. D'ailleurs, on parlait d'Elon Musk tout à l'heure. Il accuse OpenAI d'être programmé pour être, par exemple, woke. Pro-immigration, favorable à la cause LGBT, voilà, c'est pas un souci en soi, mais voilà, c'est orienté, selon en tout cas Elon Musk, qui a vraiment ce danger. Tout créateur de contenu formate les outils intellectuels en fonction de ses valeurs. C'est normal. Pape Diaye n'est pas bienvenu sur Sud Radio de la même façon. Non, on aimerait bien l'avoir, c'est peut-être l'inverse. Que Jordan Bardella n'est pas forcément bien accueilli chez Libération. Donc il y a toujours un biais culturel quand on crée un outil cognitif, un outil intellectuel. L'intelligence artificielle n'y échappe pas. OpenAI est assez woke et a construit un outil qui est plutôt woke. D'ailleurs, dans le Figaro, avec mon ami Babo, on a écrit un article ChatGPT ou la Pravda 2.0. Il y a très clairement un biais culturel chez ChatGPT. Alors, vous parliez de la Pravda, je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser aux deepfakes. C'est l'un des dangers aussi peut-être de l'intelligence artificielle quand on imitera, on imite d'ailleurs déjà les voix, les vidéos. C'est un fléau qui va nous tomber dessus. Il va falloir des outils de cybersécurité très innovants. Récemment, une journaliste du Wall Street Journal, grâce à l'intelligence artificielle, a trompé son banquier et ses parents. Elle s'est fait passer pour elle-même avec une vidéo d'elle-même qui discutait avec ses parents, et ses parents ont cru que c'était elle, alors qu'en fait c'était elle représentée par une intelligence artificielle, et elle a réussi à manipuler sa famille, et elle a également manipulé sa banquière à partir d'une vidéo produite par intelligence artificielle. Donc oui, les problèmes de sécurité vont être importants et la cybersécurité va être un enjeu immense dans les années qui viennent, ce qui veut dire qu'il va falloir moderniser la police parce que les policiers de 2023 ne sont pas forcément des grands spécialistes de l'intelligence artificielle et c'est un euphémisme. Oui. Et que pensez-vous justement de l'idée récurrente que l'IA, vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure, pourrait un jour surpasser l'intelligence humaine ? Écoutez, je n'en sais rien. Je m'interroge comme tout le monde. Je vois que le débat est extrêmement tranché.
si vous prenez les 3 fondateurs de l'intelligence artificielle moderne, sous la forme des réseaux de neurones comme ChatGPT, ce qu'on appelle les réseaux de neurones profonds, vous avez Yann LeCun qui affirme que l'intelligence artificielle va nous dépasser, mais qu'elle ne sera jamais hostile. Et vous avez les 2 autres inventeurs des réseaux de neurones, qui sont Bengio et Hinton, qui sont extrêmement inquiets et qui ont peur d'une extermination de l'humanité par l'intelligence artificielle. Mais dans donc, quelle vous voyez, forme parmi les fondateurs oui. de ces réseaux de neurones, il y a un désaccord complet. Donc moi, là-dedans, je ne suis pas capable de trancher. Je vois les inquiétudes et j'observe surtout la très grande difficulté de se faire une opinion, parce que la tornade technologique va très vite et parce qu'il n'y a pas d'accord parmi les spécialistes du secteur. C'est quand même troublant de voir que la plus puissante des inventions humaines ne conduisent à aucun consensus entre les experts, entre les savants. Je parlais de brouillard numérique. Oui, nous devons gérer cette révolution en plein brouillard numérique avec des désaccords profonds au sein des plus grands spécialistes mondiaux de ce sujet. Est-il temps de la brider, de la réglementer en tout cas ? Écoutez, je pense que c'est impossible. Personne n'accepterait qu'on se prive des bienfaits que l'intelligence artificielle va donner. Vous voyez, dans le domaine de la médecine, ma conviction, c'est que l'intelligence artificielle va permettre de guérir la quasi-totalité des cancers dans les prochaines années, grâce à sa puissance extraordinaire. Qui accepterait que l'on continue à mourir du cancer si l'intelligence artificielle peut, dans les années qui viennent, guérir la plupart des cancers? Et on pourrait dire la même chose dans la plupart des domaines. Donc je pense que l'on ne freinera pas l'intelligence artificielle. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir à sa régulation et surtout à la façon dont on va moderniser l'école, parce que nous rentrons dans un monde où nous allons être baignés dans une quantité infinie d'intelligence gratuite et nous n'y sommes pas préparés. Le patron de Nvidia, qui fabrique les puces électroniques qui équipent la plupart des ordinateurs qui font de l'intelligence artificielle sur Terre, a déclaré il y a 2 mois que, selon lui, l'intelligence artificielle en 2032 sera 1 million de fois plus intelligente que GPT-4. Vous voyez que nous rentrons dans un monde où l'intelligence humaine va être minoritaire. L'intelligence biologique générée par des neurones, par des cerveaux biologiques, va être ultra minoritaire parmi l'intelligence dans le monde. On peut d'ailleurs imaginer, envisager qu'au début des années 2030, l'intelligence humaine ne représente plus qu'1 millionième de l'intelligence totale sur Terre. C'est-à-dire que 999 999e de l'intelligence sur Terre serait artificielle. C'est une vraie révolution à laquelle il faut réfléchir et on n'y a pas réfléchi. Vous me parlez d'une intelligence brute, donc du QI, d'une certaine manière, même si on ne peut pas vraiment le transcrire comme ça, mais sans émotion, sans quotient émotionnel. Vous savez, là-dessus, on s'est trompé. Une étude publiée dans le JAMA, qui est la 3e plus grande revue médicale au monde, le Journal of American Association, a montré que GPT est 2 fois plus empathique que les médecins pour répondre aux interrogations et aux angoisses des malades. Donc l'idée selon laquelle l'intelligence artificielle s'occuperait du quotient intellectuel et puis que nous nous occuperions du quotient émotionnel, des sentiments, de l'empathie, est une idée fausse, parce que l'intelligence artificielle, elle est très patiente. Un patient peut parler à GPT-4 150 heures de suite. GPT-4 ne lui dira à aucun moment « j'ai faim, je vais manger » ou je vais retrouver ma famille. Attention à la déception au bout quand même, parce que ça reste un robot. La patience de l'intelligence artificielle, elle est totale. Donc il va falloir que nous inventions notre place dans ce monde gorgé d'intelligence artificielle. Pour l'instant, nous n'avons pas de solution simple. C'est pour ça qu'il est urgent d'ouvrir un débat sur la place de l'intelligence artificielle dans nos sociétés. Mais il ne faut pas qu'on se surestime. Il est certain que l'intelligence artificielle va nous dépasser, ce qui ne veut pas dire qu'elle sera hostile. Et d'ailleurs, l'un des objectifs de l'humanité, à mon avis, c'est d'assurer un alignement entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine pour éviter les scénarios noirs qui ont été décrits par les gens dont vous parliez, notamment Elon Musk, qui a très peur que l'intelligence artificielle nous écrase. Merci.